Mon fils a oublié de raccrocher le téléphone. J'ai entendu 4 mots qui ont tout fait basculer, il faut qu'il parte. Je n'ai rien dit. 2 mois plus tard, lui et sa femme sont rentrés d'un voyage d'affaires, tout sourire, jusqu'à ce que leur clé refuse de tourner dans la serrure. Sur le paillasson, ils ont trouvé une enveloppe. En la lisant, ils se sont mis à hurler. Je m'appelle Françoise Sullivan. J'ai 74 ans. Pendant 41 ans, j'ai tenu un petit garage automobile près de Lyon, réparant des transmissions et des freins pour quiconque poussait ma porte. J'ai élevé mon fils unique dans cette maison de la rue des Saules, j'y ai enterré mon mari, et je pensais y mourir paisiblement. Mais mon fils avait d'autres projets. Voici comment j'ai découvert ses intentions et ce que j'ai fait avant qu'il ne puisse agir. Mon mari, Marc, est décédé il y a 2 ans, par un froid matin de février, dans la chambre que nous partagions depuis 39 ans. Après les obsèques, la maison m'a semblé trop grande et trop silencieuse. Par habitude, je préparais encore le café pour 2 certains matins avant de me raviser. Mon fils, Kevin, m'appelait tous les dimanches comme une horloge. Environ 6 mois après le départ de Marc, il s'est présenté à ma porte avec sa femme, Denise, avec une suggestion qui, sur le moment, m'a semblé être la chose la plus bienveillante que l'on m'ait offerte depuis des années. « Maman, tu ne devrais pas rester seule dans cette immense maison, » a-t-il dit, les mains dans les poches. Denise et moi, on a discuté. Pourquoi on ne s'installerait pas avec toi? On t'aiderait, on te tiendrait compagnie, et ça nous permettrait d'économiser pour acheter notre propre logement. Je me souviens de mon soulagement. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa phrase. En 3 semaines, ils ont quitté leur appartement de Villeurbanne pour s'installer dans les 2 chambres d'amis à l'étage, celles que Marc et moi espérions remplir de petits-enfants. Les premiers mois, cela a vraiment ressemblé à une bénédiction. Denise préparait le dîner presque tous les soirs. Kevin réparait les gouttières et tondait la pelouse sans que je le demande. Nous regardions le rugby ensemble le dimanche comme quand il était petit. Pour la première fois depuis la mort de Marc, la maison ne me semblait plus vide. J'ai dit à mon voisin, Monsieur Bernard, que j'étais la femme la plus chanceuse de la région d'avoir mon fils pour veiller sur moi. Je n'avais aucune idée, absolument aucune, que l'homme qui souriait en face de moi chaque soir comptait déjà les jours jusqu'à ce que la maison appartienne à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un ne serait pas moi. Au bout de 6 mois, des petites choses ont changé. Le genre de détails qu'on balaie du revers de la main parce qu'on refuse de croire à leur signification. Denise a commencé à appeler la maison « chez votre mère » au lieu de « chez toi » quand elle parlait à sa sœur. Elle a remplacé les rideaux que Marc avait choisis sans me demander, prétextant qu'il prenait trop la poussière. Kevin a commencé à parler argent, s'informant sur ma retraite, mes économies, demandant si la maison était totalement remboursée, ce qui était le cas depuis 2009. Je ne m'en suis pas inquiétée. Un fils doit connaître ces choses, me disais-je. Un soir, il a mentionné qu'un vieil ami de la fac venait de vendre la maison héritée de sa mère près de 900 000 €. L'immobilier devient fou, a-t-il dit en observant ma cuisine d'une manière qui m'a glacé le dos, sans que je comprenne pourquoi sur le moment. Denise a commencé à inviter une amie agente immobilier pour le café, une certaine Patricia, dont j'ai appris plus tard qu'elle leur avait donné une estimation de ma maison sans m'en parler, alors que je croyais qu'elle passait juste par courtoisie. Aujourd'hui, je vois tout cela clairement. À l'époque, je voyais juste un couple qui s'installait dans une routine et une vieille dame heureuse de ne pas être seule. 8 mois plus tard, Kevin a commencé à dire « Maman, tu perds un peu la tête, non ?» Même quand je n'avais rien oublié du tout. J'avais égaré mes lunettes de lecture un mardi, comme cela m'arrivait toute ma vie, et au dîner, Kevin racontait à Denise, comme si je n'étais pas là, qu'il s'inquiétait pour ma mémoire. J'en ai ri au début. Il ne m'a pas renvoyé mon sourire. Il a commencé à m'emmener chez mon médecin traitant, alors que je conduisais très bien depuis 50 ans. Il s'asseyait dans le cabinet et posait au docteur des questions pointues sur le déclin cognitif et les signes précurseurs, des questions que je n'avais pas demandées. Denise a commencé à laisser traîner des brochures sur le comptoir de la cuisine, vantant des résidences seniors avec des photos de retraités souriants. Quand je l'interrogeais, elle répondait avec une douceur feinte, « Oh, c'est juste pour s'informer, Françoise, au cas où on en aurait besoin dans le futur. » Dans le futur.
C'est le terme qu'elle utilisait. Je n'ai pas débattu. Je ne voulais pas passer pour la vieille femme paranoïaque accusant sa famille de choses horribles à cause de quelques prospectus. Alors je suis restée silencieuse, j'ai souri, j'ai continué à les remercier, tout en étant devenue extrêmement attentive à chaque mot qui sortait de la bouche de mon fils. Cela s'est passé un jeudi après-midi en avril. J'étais allée au garage chercher une clé à douille que je n'avais pas utilisée depuis des années, quand j'ai entendu la voix de Kevin venant de la cuisine, à travers la porte restée entr'ouverte. Il était au téléphone et, à son ton bas et rapide, j'ai compris qu'il se croyait seul. Non, écoute, disait-il. Le médecin a déjà noté un déclin de sa mémoire. C'est consigné. C'est ce dont on a besoin. Une fois qu'on l'aura placée au jardin d'or, la paperasse se réglera toute seule. On ne parle pas de la mettre à la porte. On parle de soins qu'elle ne peut pas recevoir seule alors qu'on travaille. Je suis restée pétrifiée dans l'encadrement de la porte, mon cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendrait à travers le mur. Il a continué, Patricia a déjà fait les calculs. Avec le marché actuel, on peut en tirer près de 890 000 €, peut-être plus si on met en vente avant l'automne. Ça couvre ses soins pour des années et il en restera largement assez pour nous. Denise a dû répondre quelque chose, car Kevin a ri, il a vraiment ri et a dit, il faut qu'elle parte. C'est la réalité, Denise. Ce n'est pas personnel. C'est juste ce qui est logique pour tout le monde. Il faut qu'elle parte. 4 mots. Je suis restée là, dans le garage, pendant ce qui a semblé durer 1 heure, sans faire un bruit. J'ai reposé la clé, je suis retournée dans le jardin et je me suis assise sur les marches de la terrasse au soleil, comme si rien n'avait changé, alors que tout venait de basculer. Mon premier instinct était d'entrer et de lui demander quel genre d'homme parle ainsi de sa propre mère, comme s'il s'agissait d'un vieux canapé encombrant. Mais je ne l'ai pas fait. 41 ans de gestion d'entreprise vous apprennent quelque chose de précieux, comment garder un visage calme pendant qu'on vous ment en face, pour comprendre précisément ce que les autres complotent avant de dire un seul mot. Alors ce soir-là, au dîner, j'ai mangé le rôti de Denise et demandé à Kevin comment s'était passée sa journée. Comme si de rien n'était. Je n'ai pas mentionné l'appel. Je suis allée me coucher et je n'ai pas fermé l'œil. J'ai repassé en boucle chaque commentaire poli de Denise sur les brochures, chaque rendez-vous médical, chaque question sur mes économies. Tout s'emboîtait maintenant. Vers 3 heures du matin, dans la maison que je possédais depuis 1991, la maison où j'avais élevé ce fils qui voulait me débarquer, j'ai pris une décision. Je n'allais pas crier. J'allais simplement découvrir où j'en étais juridiquement avant qu'il ne puisse bouger le petit doigt. Le lundi suivant, j'ai dit à Kevin que j'avais un rendez-vous médical et j'ai pris mon propre véhicule. Au lieu du cabinet médical, je suis allée voir une avocate, maître Élise Lefebvre, dont le cabinet se trouvait au-dessus d'une boulangerie. Je lui ai tout raconté. Élise m'a écouté, a pris des notes, et a vérifié les registres fonciers sur son ordinateur. Madame Sullivan, a-t-elle dit, comprenez bien ceci, cette maison est à votre nom propre. Personne d'autre n'est sur ce titre. À moins que vous n'ayez signé une procuration ou un document notarié, personne ne peut vendre cette maison, vous placer en institution ou toucher à un seul euro sans votre consentement. Puis elle m'a posé une question qui m'a glacé le sang, votre fils vous a-t-il demandé de signer quelque chose récemment? Des formulaires d'assurance ou d'autorisation médicale? Je m'en suis souvenu instantanément. Une pile de papiers que Kevin avait laissés sur la table 2 semaines plus tôt, prétendant que c'était des documents d'assurance mis à jour pour la maison. Je n'avais pas encore signé. Maître Lefebvre m'a demandé de lui apporter ces papiers. 3 jours plus tard, elle a confirmé mes soupçons, ce n'était pas de l'assurance, mais une procuration générale me rendant inapte et donnant à Kevin le contrôle total sur mes finances, ma santé et mon logement. Je n'ai jamais signé ce document, et je ne le ferai jamais. Mais cela a changé quelque chose en moi. Je n'étais plus une vieille dame dont on parlait dans le dos, j'étais une femme dont le fils avait tenté de voler la vie en jouant sur la paperasse. Maître Lefebvre m'a recommandé une agente immobilière en qui elle avait toute confiance, une femme brillante nommée Clara, qui travaillait avec une discrétion totale. J'ai rencontré Clara dans un café,
j'ai payé en liquide, et je lui ai dit que je voulais vendre ma maison sans que mon fils ou sa femme ne le sachent avant que ce soit fait. Clara n'a pas posé de questions. Elle a hoché la tête, habituée à ce genre de trahison familiale. Elle m'a confirmé que ma maison, avec ses 4 chambres et sa cuisine équipée, pouvait partir pour environ 890 000 € si nous étions rapides. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque que Kevin ne connaissait pas, fait suivre mon courrier à une boîte postale, et j'ai continué à voir Clara tous les jeudis pendant que Kevin et Denise pensaient que j'étais à ma kinésithérapie. Pour la première fois depuis des mois, j'avais les cartes en main. Pour les rassurer, j'ai fait quelque chose qui me fait encore sourire, je les ai laissés m'emmener visiter les « jardins d'or ». J'ai hoché la tête devant le planning des activités, connaissant parfaitement mon intention de ne jamais y mettre les pieds. Kevin était tellement ravi de me voir, ouverte au projet, que j'ai presque eu pitié de lui. Presque. Pendant ce temps, Clara avait mis la maison en vente sous une liste privée. En 9 jours, nous avons eu 3 offres. La meilleure venait d'un jeune couple, Marc et Priya, qui attendaient leur premier bébé. Ils ont offert 890 000 €, tout en liquide, avec une date de clôture flexible. Exactement la vente rapide que je voulais. J'ai signé l'acte de vente avec une main plus ferme que je ne l'aurais cru. Kevin et Denise sont partis pour une conférence à Chicago pour 8 jours, tout frais payé par la boîte de Kevin. C'est le timing parfait, maman, m'a-t-il dit au dîner. Pendant notre absence, pense bien au jardin d'or. Peut-être même verse un acompte. Je lui ai promis d'y réfléchir. Pendant qu'ils étaient dans l'avion, j'ai rappelé Clara, avançons la date de signature finale. Faisons-le cette semaine pendant qu'ils sont partis. La vente a été conclue un mercredi. Marc et Priya étaient aux anges. J'ai reçu le chèque de 890 000 €. J'avais déjà trouvé mon nouveau logement, un appartement indépendant dans une résidence à Golden, à 30 minutes de là, avec vue sur les montagnes et un atelier de bricolage au sous-sol. J'ai payé en liquide et signé mon propre bail. J'ai passé ce mercredi et ce jeudi avec 2 déménageurs embauchés discrètement, emballant 40 ans de ma vie, la porcelaine de Marc, l'établi de mon père, les photos et laissant le reste au nouveau propriétaire. Jeudi soir, la maison de la rue des Saules appartenait entièrement à Marc et Priya. Les serrures avaient été changées. J'étais assise dans mon nouveau salon à Golden, regardant le soleil décliner sur les montagnes avec un café, ressentant une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Avant de quitter la rue des Saules pour toujours, j'ai écrit une lettre. Je l'ai scotchée sur la porte d'entrée, là où je savais que la clé de Kevin resterait bloquée. Je lui ai tout dit, que j'avais entendu son coup de téléphone dans le garage, que je savais pour la procuration frauduleuse, et que la maison était vendue à une famille merveilleuse qui la méritait bien plus que 2 vautours. Je lui ai dit que je n'étais plus en colère, juste déçue, une déception plus profonde que la rage. Je lui ai conseillé de ne pas chercher à me joindre aux anciens numéros, mais que je répondrais s'il appelait pour présenter des excuses sincères. J'ai signé comme je signais chaque lettre pour lui depuis ses 7 ans, je t'aime, maman. Kevin m'a raconté plus tard enfin, j'ai appris par des tiers qu'il et Denise sont arrivés devant la porte le dimanche soir, bronzés et détendus. La clé ne tournait pas. Il a cru à une serrure grippée. C'est là que Priya Anderson a ouvert la porte, tenant son nouveau-né, demandant à Kevin qui il était et pourquoi il essayait d'entrer chez elle. Mon voisin Harold m'a raconté que Kevin est resté figé sur les marches avant de remarquer l'enveloppe scotchée. Denise l'a lu en premier, ses mains se sont mises à trembler. Kevin a arraché la lettre. C'est là que les hurlements ont commencé. Ils étaient tellement forts que 3 voisins sont sortis sur leur balcon. Kevin restait là, avec cette lettre, devant une maison où il n'avait plus rien, sur une rue qu'il pensait avoir gagnée. Mon téléphone a commencé à sonner 4 minutes plus tard. Je n'ai pas répondu. Pas ce soir-là. Kevin m'a appelé 31 fois en 3 jours. Le 4e jour, assise sur mon balcon à Golden, je n'ai enfin répondu. Sa voix a craqué, « Maman, s'il te plaît. On n'a pas voulu dire ça comme ça. On peut réparer ça. Dis-nous où tu es. » Je l'ai laissé parler, laissé déverser ses excuses. Quand il a fini, j'ai été claire, je ne vais pas crier, car tu es mon fils et je t'aime.
Mais cet amour ne signifie pas que je te dois une maison pour laquelle j'ai travaillé 41 ans, surtout après que tu aies décidé que je devais partir. Je lui ai dit que j'étais heureuse dans un endroit que j'avais choisi moi-même, entourée de gens qui me respectaient. Avant de raccrocher, j'ai ajouté que la porte n'était pas fermée pour toujours, mais qu'elle ne s'ouvrirait que lorsqu'il serait prêt à me voir comme sa mère, et non comme un chèque de 890 000 € bloquant ses plans. J'ai posé le téléphone, regardé les montagnes, et pour la première fois, j'étais enfin en paix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce que l'on ressent quand une femme calme cesse enfin de l'être.